en avait encore bien une douzaine de locataires dans la pension Leicester. On avait l'occasion souvent de se retrouver dans la salle du rez-de-chaussée. Et c'était la manille, un vrai salon avec des divans capitonnés, verre pomme, bien pelés et miteux, mais où on pouvait se tenir à quatre, et des guéridons ouvragés, tout noirs d'ébène et tout semés, farcis de pustules décoratives multicolores. Ça venait des Indes, une vraie maladie. C'est la patronne, Madame Council, qui avait vécu dans ces pays-là. Son mari était justement mort, officier, à 2 pas du Gauri Sankar, la plus haute montagne du monde. Elle était bien distinguée, Mistress Council, et bien aimable, et bien instruite, et tout. Seulement, elle avait la figure toute gercée. En plus, il faut dire que des Indes, elle avait rapporté une expression de lassitude, comme si elle avait trop compris d'un coup trop de choses dans l'Orient. Une espèce de nausée d'infini qu'elle faisait tout le temps avec sa propre figure. J'essayais, moi, de refaire pareille expression quand j'étais tout seul devant la glace, et j'y arrivais pas. Tout arrive, 1, 2, chassé, fouetté, 3 narcisses au trot devant la croisée en grelottine. Dans les étages d'à côté, c'est du même. L'escalier tient toutes les photos qu'il peut, au moins 2 par marche. Tout ça danse depuis Vestris jusqu'à Nijinsky. Chaque maison dans Lambton Street ne demanderait qu'à s'envoler, mais en briques compactes et bien menues, 1000 et 1000 caprices de gris dans la lumière du réverbère, qui n'est jamais tout à fait éteint, comme une âme pendant l'hiver. Je jacasse, je m'embrouille. Ça m'empêche de vous montrer le quartier dans les attractions, comment il était. La belle nature, la jolie jeunesse, tout ça vient des ondes et des brumes en Angleterre. C'est ce qui donne la tendresse à tous. Pelouse, jonquille, ruisselet, fillettes si court et fraîches vêtues, tout ça pousse et chante et danse à la vue, entre les pluies, aux instants de soleil, bondit encore et se presse d'éclore entre les rayons. Il arrive le beau temps merveilleux d'être attendu par tant de monde et de fleurs en peine. Nos gonzesses pouvaient attendre et faire réchauffer la soupe. Le grand monde, au fond, ça nous fascinait. Il n'y avait pas plus élégant, plus brillant que le Savoy, autant que je raconte. On se serait dit à l'intérieur d'un opéra en mouvement, 3 orchestres à haute pression, la nef illuminée comme pour un incendie. À crépiter dans les médailles, tous les officiers de la terre hantés de honte et de secret. À guetter les belles prétentieuses à plein sofa, prêtes au combat. Derrière, les moches à l'oignon, secrétaires armés de sentiments crochus. Aux abois, les civils aux affaires, noirs, butés dans l'entournure des escaliers, marrons comme des bûches, intermédiaires des 12 millions de morts. Vers minuit, le caviar à la mayonnaise, les 200 bobards du front russe, les perlouses de l'intendance tournent et Bijou va cueillir son sachet à la lettre du téléphone. Plus de borat que de vraie substance. Il éternue. Fallait admirer, voir de près les belles valses-hésitations, le tango d'amour, les fureurs de valse, les ondulantes, les douloureuses, les bien trop tendres. Ça venait expirer, les enivrantes, au long de la véranda si grande, suspendue dans la nuit. Plus loin, de l'autre côté du fleuve, trop de musique, trop de charme allait verser dans l'angoisse et ne revenait plus. Il fallait vite en aimer d'autres, un autre air, une autre langoureuse, mais ça ne pouvait pas durer toujours. La peur finirait par vaincre. Elle attendait de l'autre côté du fleuve qu'on y vienne tous,
Moi, je savais qui regardait les autres. Enfin, Lawrence Gift s'avançait sur le dernier palier. Il faisait semblant de ne pas nous voir, mais il était content qu'on soit là. Ça faisait court, même les petits macros et nous autres faisans, quand même. Déjà, il était sur la cinquantaine, le capitaine, sûrement, quand je l'ai connu. Dans notre groupe, moi, il me bluffait pas. Je le trouvais bien conservé, le capitaine bien distingué, c'est entendu et tout. Mais j'avais vu des choses bien sérieuses déjà, et je me disais qu'il était bien fini comme importance, qu'il connaissait pas les petits chemins de l'existence par où j'avais passé, moi. Il avait conservé toute l'élégance d'une marche à l'autre, en descendant d'un pas mesuré. Son costume, c'était toujours juste ce qu'il fallait. Pas de regard. Le regard, c'est pas distingué. Il rotait un peu, mais dans son col, alors, un manchon en hauteur, une distance, une cravate incopiable et plusieurs tours de dignité. Ainsi parvenait-il parfaitement différent près de nous. « Toujours vous, alors, petite canaille ?» C'est un coin entre ciel et vase qu'on a dû faire beaucoup d'efforts pour sortir de l'eau. La maison, morne, est pleine de fatigue et de rêves et de départs, comme le reste. La Tamise à cet endroit devient bien sérieuse. Au ras des docks, c'est un flot bien colère où la lune tremble dure. La lumière est défendue depuis la guerre sur toutes les allées du quai. Ces docks sont aveugles. 23 cafés se tiennent peinards, stores baissés. L'épicerie Marlwin Brothers Chandlers en tout genre, où l'équipage vient faire son plein. Cling! C'est la porte qu'on pousse. 3 calfas tirent dans la bise la brouette au corn beef haricots. Ça jure en 2 langues. Cling! La porte est encore forcée. La police radine à cause du gaz qu'il a bien vu dans le ruisseau qui brille. C'est la faute à l'épicière qui fait les provisions du bord jusqu'à passer minuit. Suppose que le Zeppelin passe encore. Le cogne l'affirme. Ça fait vilain. 12 cargos, armes de main, 3 pour l'Australie, qui vont chercher des sous-marins en passant plus près du Cap-Vert. Ils ne reviendront jamais. Ces 3 cathédrales à voile, je les ai bien regardées, moi, tout au fond du bassin Cordleborn and Company, essayant leur toile encore tout en haut chez Klein Towers. Demain, le vent les épousera l'un après l'autre, ils descendront la rivière, et puis la mer au-devant d'eux, et puis on n'en parlera plus. Ils iront mourir dans un souffle, comme des âmes, au bout du monde. C'est le vent qui les aura pris. Tu vois, Ferdinand, borde-le bien, le bijou, pendant qu'il danse. C'est la grâce, le rythme, tous les secrets du monde. Il les a. L'âme des porcs aussi, tu vois, c'est tout divin. C'est pour ça, je te dis, que l'univers nous trahira. Il ne sait plus où se mettre, l'univers, puisqu'il danse avec Bijou. Il montrait son relevé des bras, et puis on ne l'arrêtait plus. La musique prenait son corps. Il passait à la féerie, s'élançait au tralala. C'est le gracieux Bijou qui transe la vraie cadence, celle qui vient aux bons ivrognes entre le sommeil et la mort, celle qui jamais ne cesse de souquer tous les bateaux d'un bout du monde à l'autre bout, d'une mer à l'autre. Tout le monde comprend ça, et nous autres mieux que personne. Borochrome dégueule sur l'harmonica du petit dragueur de Dunkerque qui joue pourtant toutes les musiques et les beats aussi comme un ange. C'est un petit giron qui ne sortira pas sans bagarre de toutes ses ardeurs. Déjà, il est entouré par 2 gonzesses et 10 soutiers au moins. Borochrome, c'est ce qui l'attend s'il ne s'y remet pas bien vite aux mélodies. La trempe! Ses gros doigts le ramènent au romantique. Un éboulis de trilles,
Voici le bijou devenu Gisèle, l'infect, plus léger qu'un fantôme, aussi douloureux entre les regrets et les vers, tant de fumer le voile qu'il n'est plus qu'un seul songe, celui de tous autour et de tous ceux encore plus ivrognes et plus bas qui s'en furent grande salaison, à travers 4 mers, moisies par trop de vagues, et musiques oubliées comme des renvois. Par la fenêtre de la salle à manger, on l'apercevait à gauche, en haut, au bout de la montée, Greendale Station, la petite gare des morts. Elle dominait les 4 chemins qui aboutissaient là. Dans le soleil d'après-midi, tout était fermé dans la gare. Portes, grilles, façades, persiennes. J'ai même été sonné pour voir si le chef de gare répondait, s'il me reconnaissait. Il devait dormir. Personne n'a répondu. C'est à la nuit tombante seulement qu'elle clignait d'abord d'un œil, puis s'ouvrait tout à fait. Les petits convois venaient alors vers elle dans le fond de l'ombre, 1 par 1, 2 par 2. Greendale Station procédait au trafic tout gentiment, pour l'infini. J'étais trop malade, trop anxieux déjà pour ne pas les connaître, moi, les sentiments, ceux qui finissent en nœuds coulants, et ceux-là, les petits pointus comme des éclairs, qu'on a le temps à peine de voir, et qui vous basculent l'escabeau. Suffit! Dans la journée, j'aurais voulu lui être utile à Hugenbitz. Mais comment? Je lui ai demandé ce que je pourrais faire. « Lisez mes livres, choisissez, vous verrez bien si vous comprenez. Ce n'est pas difficile, vous verrez. » Là, alors, il m'a fait bien plaisir. Jamais personne ne m'avait fait si plaisir. Je l'ai regardé bien encore. Il se foutait pas de moi. Et il ne voulait pas m'enculer non plus. Il voulait vraiment que je cherche à comprendre ce qu'il y avait d'écrit, d'expliquer dans les livres de médecine, que je m'instruise un peu au lieu de rien faire. Je l'intéressais donc autrement que devenu main-d'œuvre, soldat, maquereau, voleur, déserteur, fumier, paillasse. Je l'intéressais tout simplement alors, comme moi seulement, comme un homme. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'y croyais à peine. Jamais personne, surtout d'instruit, avait encore fait attention à ce que je pensais ou ne pensais pas. Non que je puisse penser des choses importantes, mais seulement pour essayer de penser aussi avec ma tête. Toujours ça avait été des trucs infects ou des ordres bien emmerdants, à respecter seulement ce qu'il y avait dans les concubines des maîtres, à servir, à s'en faire vomir le dedans des tripes et de la tête, à force de penser le contraire de ce qu'on pense. La niaiserie écrasante qu'il faut adorer à coups d'angoisse, des 200 000 hontes et brimades filandreuses. Tout ce qu'on va chercher vainement, le point de la vie, là où elle est sensible, là où seulement elle pourrait peut-être parler enfin aux hommes, toujours haineusement, atrocement traqués dans le premier murmure, le premier soupçon de charme, la horde hurleuse, croissante, inlassable, servile et brave. Le gorille battait, torturant à la chasse éternelle des moindres sources de musique les plus discrètes, les plus secrètes. La seule ivresse qu'il ressent, chier dedans jusqu'au tréfonds. Les mânes du héros sentent la merde et la musique. Les médecins jusque-là m'avaient fait plutôt peur, surtout ceux de la guerre, des ennemis aussi. C'est des dieux, des véritables dieux qui la connaissent, la vie dans ses secrets, et les miens aussi par le fait. J'aimais mieux rencontrer 100 voyous dans mon genre qu'un seul médecin.
Les voyous, ça pavoie, ça trombonne, et puis il suffit qu'un tout petit mot qui touche à la chose sensible, à la valve exactement, il s'écarquille en moins de 2, s'éparpille et s'évapore. Un voyou, c'est plus faible que n'importe quoi. Ça reste gonflé par miracle. Moi, médecin, c'est le pouvoir que j'aurais voulu, l'intime, le véritable, celui qui est là au petit nerf de la douleur physique, celui qui ne ment pas. Il n'aurait pas fallu recommencer l'existence alors par un autre bout. J'étais engagé. Tout de même, jamais j'avais été flatté, moi, par personne. La première flatterie que j'ai eue, c'est M. Hugenbitz. J'y aurais léché les mains. Je serais mort pour lui sur place, moi, pour ce petit con de juif. J'y ai dit. Il s'est mis à doucement rigoler comme il avait l'habitude. Borkrom, il a été un peu jaloux, forcément, quand il m'a vu taper dans la bibliothèque. En vérité, c'était des livres par terre sur un rang. Lui, pourtant, Borkrom, qui était généreux d'esprit aussi, puisqu'il était tout à fait partisan de l'émancipation de la pensée, comme il disait, et qu'il l'avait gueulé de toutes ses forces dans les moments d'accalmie depuis 30 ans et plus de la mer Blanche à Bedford Square. De me voir m'émanciper, ça l'agaçait. J'avais du mal même à lire, je le confesse. J'avais un mal affreux. Je sautais par-dessus les lignes. Je ne pouvais pas me fixer l'attention sur une ligne à la fois, à cause de mon oreille qui me hurlait dans l'esprit en même temps. Je galopais sur les textes, je ne pouvais pas. De ça, alors, j'étais bien malheureux. Mon père, lui, je suis sûr qu'il pouvait lire une seule ligne à la fois. Il avait été au lycée. Borkrom aussi, ce fumier, il avait été au lycée. Il avait pas mal d'oreilles et pouvait lire bien posément. Je dois dire qu'il a été finalement tout à fait obligeant quand il a vu que j'avais tant de mal. Il m'a montré comment il fallait faire pour bien apprendre, résumer chaque paragraphe sur un petit papier avec un crayon, pour qu'alors seulement ça vous reste dans l'esprit. Autrement, tout ce qu'on lisait, ça se perdait en bafouillage, en supposition. Pour être sûr des choses qu'on a comprises, faut donc les remettre à la discipline, comme au régiment. La fin du bluff et du ballon, ça me plaisait.